Aujourd'hui, je reçois Leila Kadilouche, coach bien-être par l'autocompassion certifiée, accompagnatrice au changement et formatrice. On retrace ensemble son parcours empreint de courage, de résilience face à sa maladie chronique, un syndrome Ehlers-Danlos, de par lequel elle a choisi de ne pas se laisser définir, et ce, malgré les enjeux de santé mentale et autres défis importants qui en découlent. Fort de sa propre expérience de vie, elle accompagne depuis plusieurs années les personnes à tendance perfectionniste avec un autocritique fort. Celles qui finissent par se brûler, qui ne se sentent jamais assez ou qui se sentent trop différentes et qui ne veulent surtout pas déranger. Ces 3 étapes clés, faire baisser le stress, apprendre à s'aimer, puis trouver et prendre sa place. Je te laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans flafla et avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement Vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Hello Leila! Allô Annie! Contente de te recevoir aujourd'hui sur Foutrement Vrai. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, je suis très heureuse d'être ici. C'est drôle parce que spontanément, là, dès que je te parle, c'est comme si mon débit ralentit. Tu t'amènes, t'insuffles le calme avec toi, Leila. Est-ce que tu veux nous parler un peu de qui tu es pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent te découvrir? Je sais jamais trop quoi dire sur cette Pareil. question-là. Ouais, hein? Donc je m'appelle Leila, je suis française, mais j'habite à Montréal depuis 5 ans. Ah, ça s'entendait pas du tout? Et Ah non, c'est pas vrai. pas du tout, hein, c'est vrai, hein? Et je suis coach bien-être par l'autocompassion. Donc ça veut dire que moi, mon travail, c'est, d'accompagner les personnes à, s'aimer un peu mieux et à lâcher leur autocritique. Donc c'est assez, proche de ce que tu fais, hein, de toi, c'est de se foutre la paix, mais on a des chemins qui se rapprochent toutes les 2, puis on a des chemins qui sont un petit peu, différents aussi dans nos approches. Absolument. C'est une approche très spécifique que tu utilises aussi et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené de un à aller vers le chemin de la relation d'aide, mais de choisir cette approche en particulier? Alors, c'est mon histoire. Donc moi, je suis malade chronique. C'est une maladie qui est génétique, donc que j'ai depuis la naissance, mais qui a été diagnostiquée il y a 3 ans. Donc, j'ai passé toute ma vie à me sentir différente, mais sans pouvoir normaliser mon expérience. Sans pouvoir dire, «Oui, je suis plus fatiguée, mais parce que je suis malade, en fait». Et aussi, ça a développé beaucoup de problématiques de santé mentale parce que je suis pile au croisement de déjà quand on est malade chronique souvent, hein, ça vient aussi avec des difficultés en santé mentale, mais aussi j'ai eu une enfance très difficile avec beaucoup de violence, j'ai été placée en foyer, et donc j'ai un stress post-traumatique et donc la combinaison de tout ça a fait un joyeux mélange et Oui, mais tu sais, tu dis ça a été diagnostiqué il y a 3 ans. Maintenant que tu sais, tu ouais, peux vraiment retracer dans ton enfance, par ouais. exemple, tu sais, des signes qui étaient Ouais. déjà présents à l'époque? Ouais, maintenant je peux, donc la maladie que j'ai, ça s'appelle le syndrome de Ehlers-Danlos, de type hypermobile et par exemple, j'avais très souvent des hématomes. À peine je tombais, j'avais un énorme, hématome. J'avais, déjà la douleur, j'avais déjà beaucoup d'hospitalisations petites sans qu'on puisse expliquer ce que c'était. Alors on a beaucoup mis ça sur le psychosomatique. Mmh. Maintenant, je sais que c'était pas ça, mais, maintenant
maintenant, il y a plein de choses que j'ai compris, en fait, qui me sont arrivées au niveau physique que j'ai compris et en fait, moi, le 1er vrai psychologue que j'ai vu, il faisait, la thérapie par la pleine conscience. Donc j'ai découvert la méditation comme ça, qui est devenu un outil, dans ma vie. Mais en fait, il me manquait un truc parce que donc dans la pleine conscience, tu observes sans jugement les choses. Donc tu apprends à te détacher de ce qui se passe, des émotions, tu apprends à les observer sans juger. Et moi, je trouvais qu'il manquait quand même un petit peu de chaleur dans tout ça. Il manquait quand même un petit peu de alors il y a de la bienveillance, hein, aussi dans la pleine conscience, mais moi, il me manquait quelque chose que j'ai rencontré purement par hasard. C'était un hasard, total et je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire, en fait». C'est ça qui manque et en fait, c'était absolument magique parce que c'était des intuitions, c'était des choses que je mettais déjà dans mes accompagnements, que j'avais, moi, mis toute seule dans ma vie et derrière, on m'a amené, des centaines de recherches, enfin des centaines de parce que tout ça est extrêmement étudié scientifiquement et sourcé et cetera et je comprenais enfin alors que tout ça, moi, je l'avais mis juste par intuition dans ma vie et dans mes accompagnements. Donc, tu avais déjà commencé à accompagner des gens avant de découvrir cette approche-là Ouais. et qu'est-ce que tu faisais avant d'accompagner des gens? Je faisais la même chose, mais je faisais la même chose. Je me suis ça a toujours été compliqué pour moi le milieu du coaching, que ce soit la formation que j'ai faite en France, qui est pourtant certifiée par l'État, que ce soit, avec les autres coachs, parce que j'ai beaucoup, sous-traité pour d'autres entreprises ou, moi encore une fois, je me sentais à côté. Moi, c'est un peu le truc, hein, c'est les gens que j'accompagne souvent aussi, ils se sentent un peu à côté de la plaque, ils ont du mal un peu à trouver leur place et moi j'étais là: «Oui mais tu sais les approches très push, très vente, très tout ça, hem, qui étaient super difficiles pour moi à appliquer, que j'essayais d'appliquer parce qu'apparemment c'est ce qu'il fallait faire et cetera, mais où je me sentais vraiment en décalage parce que moi, mes valeurs, elles ont toujours prôné sur tout, en fait, tout le temps. Mes valeurs et mon sens de justice sociale aussi et de, tu vois, le côté quand on veut, on peut. Quand on me dit ça, moi, avec mon histoire, ma maladie, je suis comme: «Non». Faut être très privilégié, là, pour dire une phrase comme ça, puis même encore, c'est mal connaître l'humain et tout son fonctionnement, là. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de facteurs, la volonté, ça ne peut pas, être à la base de tout, là, définitivement pas, là. C'est ça et donc à la fois, j'essayais de rentrer dans ce moule-là, donc de tous ces coachs très très putsch, très quand on veut on peut, qui est très tout ce qu'on et en même temps, je sentais que c'était pas moi. Puis il y a eu une grosse brisure il y a quelques années où je me suis dit: «Non, c'est pas ça en fait» et quand en plus derrière j'ai pu avoir beaucoup plus de connaissances, reprendre mes études en psychologie, enfin tout ça, ça venait appuyer ce que moi je sentais depuis le début à l'intérieur de moi. Et donc je te dirais qu'un de mes programmes phares, c'est Bulle Rose, puis il a 5 ans et il a pas changé à part que maintenant je mets des ressources et puis je peux étayer ce que j'avançais déjà à l'époque scientifiquement. Oui. Mais je me suis bien recentrée, Ce quoi. qu'il faut savoir, c'est que tu as ce côté très performante qui t'habite depuis longtemps et c'est peut-être, en fait, fort probablement ce qui t'a amené à avoir besoin toi-même de davantage d'autocompassion pour ensuite Ouais, trouver que c'était une approche qui te faisait du bien et avoir envie par la suite de la faire vivre à d'autres personnes. c'est ça. Je moi ce côté très, performance, très fort, le problème que j'ai avec, c'est qu'il m'aide quand même. Il m'a aidé à dépasser les difficultés que j'ai pu vivre dans ma vie. Il m'aide avec la maladie, il m'aide à plein de choses, mais il m'aide autant que ce qui me nuit, en fait et sans, l'autocompassion, ben, je me brûle. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'à un certain moment dans ton parcours, tu as ressenti de l'incompréhension, autant de ton entourage, des professionnels ou même de tes clients concernant, ta maladie chronique, ou, d'autres, défis que tu as rencontrés au niveau de ta santé mentale, par exemple? Beaucoup. Alors, de la part de mon entourage, beaucoup. De la part de mes clients, jamais. Jamais. Ça, Même quand tu étais parce dans que peut-être dans des approches qui étaient moins alignées avec tes valeurs? jamais.
Des gens avec qui je travaillais, des coachs qui m'employaient, de tout ça, oui. Des clients, jamais. J'ai jamais eu d'incompréhension, de cette part-là parce que même quand moi je sous-traitais, c'est ce que j'amenais déjà. Moi, j'ai jamais voulu travailler sur, le côté, par exemple, j'ai sous-traité à un moment donné pour un coach business, le côté, argent, tout ça. Moi, je voulais pas coacher là-dessus. Moi, je voulais coacher sur, l'amour de soi, le mindset et tout. Donc comme c'est ce sur quoi je travaille avec les clients, à un moment donné, c'est de la dissonance aussi d'avoir de la compréhension par rapport à ça. Jamais après moi, j'ai toujours été très claire avec tous mes clients. Je suis malade chronique, je peux être en arrêt, je peux annuler. C'est dit dès le début, en fait. C'est ma réalité, c'est ça. Puis si tu veux travailler avec moi, faut accepter cette réalité-là. De l'entourage, ça a été très compliqué. Ben, alors, par exemple, mon mari, non, jamais. Mais c'est dur, je pense, de comprendre. Quand tu as jamais vécu de problématique de santé mentale ou de santé physique, je pense que c'est difficile de comprendre et donc il y a, eu des maladresses, clairement où il y a des gens qui devraient prendre des cours, je pense, de je sais pas, de bienveillance, mais que ça pouvait être, par exemple, les enseignants, tu vois? La dernière fois, il y a quelques mois, je suis retombée, en France quand on est au lycée et qu'on passe le bac, on a un livret où nos professeurs mettent des annotations. Je suis retombée sur les annotations et donc moi, j'avais beaucoup d'absences par rapport à ma santé. Alors, on savait pas à l'époque ce que j'avais ni rien, mais il y en avait beaucoup et je relisais ça et je trouvais ça mais tellement malveillant. Beaucoup d'absences, jamais là, ce genre de choses. Alors que j'avais des excellentes notes. Quand j'étais là, j'avais des excellentes notes et au bac, j'avais des excellentes notes et j'étais là, mais au lieu de valoriser ça, que j'étais pas en décrochage scolaire malgré les difficultés, sachant que les enseignants savaient aussi que j'étais en foyer à ce moment-là, tu vois? Hein, donc c'est l'équivalent au Québec, c'est la DPJ. Enfin, j'étais là: «Mais comment t'encourages pas quelqu'un dans cette posture, qui a des bonnes notes en disant: "Beh, quand tu es là, en tout cas, tu fais bien", quoi». Enfin, Cette c'est propension toujours là, de focusser sur ce qui va pas, sur le négatif ou ce qui sort le moindrement du cadre de ce qui est attendu, plutôt que de valoriser ce qui est positif. et tu vois, par exemple, le foyer, eux, ce qu'ils voyaient, c'était mes problématiques de santé mentale. Donc je faisais beaucoup d'anxiété, j'avais une anxiété généralisée, je faisais beaucoup de crises d'angoisse et pour eux, le problème, c'était ça et en fait, la condition à mon époque, j'espère que ça a changé, pour maintenir la prise en charge, c'était d'avoir des bonnes notes. Donc si tu avais pas de bonnes notes, ben, tu étais à la rue. C'était aussi simple que ça, en fait. Donc si tu veux le c'est pour comprendre mon niveau de performer, c'était une question de survie pour moi, en fait. Oui, définitivement. Donc tu as intégré, ça comme un mécanisme, après ça, c'était pas forcément inné chez toi là, cette recherche de performance-là. C'est devenu comme ça que tu t'en es sortie, en fait. Ben c'est ça. C'est, je sais pas si naturellement je serais comme ça ou pas, j'arrive pas à le voir. Ma mère est très comme ça aussi, hein. Enfin, j'ai eu une éducation comme ça. La première question quand tu rentres de l'école, c'est quoi la meilleure note et cetera. Enfin, voilà. Voilà, donc mais en plus, quand je suis sortie de ce milieu-là, bah, l'autre milieu qui me permettait de survivre, c'était axé sur ça aussi, quoi, en fait. Et je me souviens que c'était très dur parce que, bah, j'avais ces crises d'angoisse-là, j'avais ces difficultés-là. Alors on parle, d'un système de santé en France qui est très axé sur la psychanalyse, donc on m'avait jamais expliqué ce que c'était une crise d'angoisse. Moi, la psychiatre qui me suivait, quand je lui ai dit que je voulais faire une thérapie cognitive et comportementale, elle m'a dit: «Tu pourrais aller à la Mecque, ça te fera autant de bien». Parce que pour elle, elle y croyait pas du tout, en fait. Le jour où je suis rentrée en TCC, mes problèmes de crise d'angoisse, en 6 mois, ils étaient réglés. Donc voilà, tu vois? Et hein, on voit que, ben, heureusement, je pense qu'on est quand même en mesure de dire qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là, mais Oui, là, on parle, par exemple, d'il y a combien d'années à peu on près? parle, ben, c'est facile, on parle d'il y a 20 ans. OK. Donc mais ça existe encore, hein. Ça a pas complètement disparu en France, mais il y a une nette amélioration et donc moi, j'ai beaucoup d'auto-stigmatisation sur ma santé mentale, mais parce qu'elle vient de là, en fait. Parce que pour eux, comme j'étais suivie à l'hôpital psychiatrique, hein, quand même, hein. C'était pas une psychiatre, en libéral et pour elle, tous les problèmes physiques n'existaient pas, tout était psychosomatique, tout venait de ma relation avec ma mère et voilà, Classique. C'est comme tous les problèmes viennent des parents. c'est ça. Et donc, on s'entend que tu as été confrontée
à des tabous, à des choses qui se nommaient pas, qui Ouais. se disaient pas, autant même avec des professionnels qui auraient dû être là pour valider, pour écouter, pour entendre ce que tu avais à dire. Complètement. Moi, mes problématiques de santé mentale, je les ai cachées très longtemps. C'était hyper honteux pour moi, je voulais que personne soit au courant et en fait, quand je suis rentrée, donc moi, je l'appelle le premier vrai psychologue que j'ai vu, donc celui qui faisait la thérapie par la pleine conscience, qui m'a expliqué ce que c'était une crise d'angoisse, qu'on pouvait pas en mourir, que je faisais de l'agoraphobie, que ça soignait très bien, on allait faire des expositions progressives, enfin tout ça. Et je me suis dit et qui m'a montré le DSM-5, donc c'est le livre où il y a toutes les pathologies, psychiatriques, à l'intérieur. Il m'a dit: «Ben, c'est ça» et je me suis dit: «Waouh! Mais en fait, il y a des gens qui étudient ça, il y a des recherches, il y a un truc derrière, je comprends comment mon cerveau fonctionne, je comprends qu'il a appris un mauvais programme, on va le reprogrammer et tout» et là, j'ai décidé d'arrêter de me cacher, mais c'était difficile quand même aussi parce que j'en avais beaucoup souffert, que ce soit, les enseignants, le foyer, tout ça. Le ça a été difficile en fait d'arrêter de moins se cacher, puis on parle de ça donc c'était quand même, on en parlait moins, c'était, plus difficile. Mais c'est quelque chose qui reste très ancré, il y a une chercheuse que j'aime bien en France qui fait justement de la recherche là-dessus, sur l'autostigmatisation de quand on a des problématiques de santé mentale et comment l'autocompassion peut aider. Quand, tu as été stigmatisée pour ça, c'est difficile à lâcher. Mais c'est que tu as fini par l'intégrer à même ton identité, là. Ouais et puis, en fait, ça devient dangereux d'en parler. Donc même inconsciemment, ça vient activer ton système C'est nerveux, là. Il ça, y a une espèce de frein naturel, qui fait en sorte c'est que ça, que que ça fait peur d'aller là. exactement. Mais moi, j'ai toujours voulu dépasser ça et en parler sur les réseaux sociaux parce que j'ai pensé tellement d'années que j'étais la seule comme ça, que j'étais la seule à avoir l'anxiété comme ça, que j'étais la seule à faire des crises d'angoisse comme ça, que j'ai enfin, voilà, que je me dis: «Il faut en parler, en fait», parce qu'il faut quand même comprendre il y a une super étude de recherche, canadienne. Il y a, qui ont suivi, sur, des dizaines d'années, plein de personnes et on sait maintenant que 80 des personnes développeront une problématique de santé mentale. Et cette magnifique étude-là a montré qu'en fait, une problématique de santé mentale, c'est pas une exception, c'est la norme. Alors que pendant longtemps, on pensait que c'était une exception. En fait, non, c'est la norme. Alors, problématique de santé mentale, ça peut être une très grave dépression, comme, un burn-out, comme, un état d'anxiété pendant 6 mois, enfin, ou comme, Oui, ça peut être temporaire, là, voilà, c'est ça, mais ça reste que c'est plus rare de ne pas traverser ce genre d'épreuve-là que l'inverse. voilà, c'est-à-dire que, ne pas faire de crise d'angoisse ou ne pas avoir d'état dépressif va être beaucoup plus rare. Ça va être toucher que 20 des personnes Et ça fait du bien de l'entendre, je pense. On a besoin d'entendre ça davantage. et hem et c'est pour ça que c'est super important pour moi d'en parler. J'en parle beaucoup sur, les réseaux, parce que, en fait, comme, il y a une espèce de honte qui se met dessus, personne n'en parle, hein, c'est le paradoxe de la honte. On n'en parle pas et donc on croit toujours qu'on est la seule personne à avoir un problème, mais pas juste à avoir un problème, je pourrais rien faire avec ça, en fait. Tu vois, moi, quand j'ai été donc j'étais, adolescente, j'ai été hospitalisée pour mes crises d'angoisse. On m'a dit: «Bah, maintenant c'est fini, tu pourras». Moi, à l'époque, je voulais être diplomate. Je voulais être diplomate. On m'a dit: «Ben, tu pourras plus être diplomate». Puis tu imagines? Parce que tu as été hospitalisée en hôpital psychiatrique, tu pourras plus être OK, ça diplomate. fait une tâche au dossier, C'est puis tu ça. peux pas devenir diplomate. Puis je veux bien le croire qu'à l'époque en France, c'était le cas, hein, même peut-être encore maintenant, hein, j'en sais rien. Tu as 15 ans, puis on te dit ça, en fait. Enfin, je comprends toujours pas, enfin, comment on peut dire ça à quelqu'un et comment, en fait, ta santé. Mais par contre, mes hospitalisations physiques, parce que j'en avais eu plein, on m'a jamais dit ça, tu vois? On m'a jamais dit: «Ça y est, tu as passé 2 semaines à l'hôpital, tu pourras plus être diplomate». Puis ça, c'est les soignants qui te le disent, hein, c'est pas ton entourage ou quoi que ce soit, hein. Donc si je comprends bien, quand on parle de faire face à des tabous, c'est arrivé quand même de nombreuses fois dans ta vie Ouais. et malgré tout, tu as pris ton courage, tu as décidé de t'exposer, d'en parler publiquement, même si ça a pas été toujours facile. Mais est-ce qu'à un certain moment, tu as déjà craint que ça puisse vraiment affecter la perception que les gens pouvaient avoir de ta cohérence, tes compétences en tant que personne qui pouvait les aider, le fait que tu vivais toi-même des défis? Oui. Oui, oui. Beaucoup.
Beaucoup, dans le sens où avec le profil de performance, hem, il y a un côté, il faut être parfait qui vient avec, en fait et un côté, c'est OK de souffrir, mais alors genre si c'était loin et que tu as complètement dépassé les épreuves, en fait. Mmh. Le truc de la santé mentale, c'est qu'en fait, tu dépasses jamais ça parce que quand vient un gros problème dans ta vie ou quand vient, une grosse difficulté, les sensibilités que tu as, elles vont revenir, en fait. Moi, j'ai revécu beaucoup, beaucoup d'anxiété récemment parce que j'ai eu des gros, gros problèmes de santé, et j'ai eu la honte qui est venue avec. Alors de suite, j'ai voulu en parler et partager ça aux gens, hem, mais tu vois, au moment où je le faisais, il y avait un, bah, plus personne va vouloir se faire coacher par moi, en fait et je savais que c'était faux parce que moi, à la place, je voudrais quelqu'un qui en parle, je voudrais quelqu'un qui connaisse ces difficultés-là, je voudrais, tout ça. Je voudrais quelqu'un qui ait l'honnêteté, mais le moteur, en fait, à ce moment-là, il est: faut que je me en parler, ça va m'aider avec la honte. Le moteur, à ce Mmh. moment-là, il est: en parler, ça va m'aider avec la honte et il faut en parler parce que je suis pas la seule à vivre ça et ben, il faut qu'on se rende compte qu'au final, ben, c'est la norme. C'est comme ça. Quand tu as des problématiques de santé mentale, il y a des moments dans ta vie qui sont plus difficiles parce que tu vas vivre une grosse maladie, parce que tu vas avoir un deuil, parce que tu vas être licencié, parce que peu importe. Oui, c'est pas linéaire là, définitivement pas. Non, C'est des hauts, c'est des bas, puis de se faire croire qu'un jour c'est terminé, on est passé par-dessus tout ça, puis qu'il arrivera jamais rien, ben, c'est on s'entend, c'est pas réaliste du tout. non, Donc récemment, il y a eu de nouveaux défis dans ta vie, ouais, tu en as parlé et ton premier réflexe a été un peu de prendre le justement un pas de recul et de moins t'exposer ouais, et tu es comme revenu avec, un compte spécifiquement dédié pour ouais. venir parler de, ta maladie chronique notamment. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Hem, je regardais donc j'ai eu un moment où j'ai coupé tous les réseaux, j'avais plus l'énergie. J'avais plus l'énergie. Je voulais pas partager, je voulais être seule, j'avais besoin d'être seule et quand ça a commencé à aller mieux et que je voulais un petit peu de connexion, j'avais besoin moi j'ai toujours besoin de voir que c'est possible d'aller mieux. Puis s'il y a une personne qui est arrivée, pour moi c'est bon, je peux y arriver. Mais j'ai besoin de voir que c'est possible donc ça, je trouve que les réseaux sociaux, ça aide beaucoup et je regardais beaucoup de comptes de personnes, parce que j'avais un gros retour sur mon stress post-traumatique donc je regardais beaucoup de comptes de personnes qui avaient un stress post-traumatique ou qui avaient la nouvelle maladie que j'ai développée, en octobre, qui est, un type de tachycardie, en particulier et je voyais que ça m'aidait, en fait. Je voyais que voir ces comptes-là, ça m'aidait, mais de voir quand ça allait bien, quand ça allait pas bien, de voir la vraie vie, quoi, en fait, ça m'aidait et je voyais que moi, j'avais toujours beaucoup d'auto-stigmatisation. J'avais du mal c'est super dur parce que moi, ma santé, elle me posait plus de problèmes ces 3-4 dernières années, en fait, enfin beaucoup moins. Puis du jour au lendemain, pratiquement, je me retrouve à prendre une douche, c'est l'effort de ma journée, en fait. Avec, une terreur pas possible de sortir de chez moi parce que je fais beaucoup de malaise et donc d'avoir peur de faire des malaises à l'extérieur et tout et donc je me retrouve à plus pouvoir rien faire, plus pouvoir cuisiner, plus pouvoir me laver les cheveux, plus pouvoir rien faire, avec la santé mentale qui part en vrille, la santé le tout, santé physique, santé mentale, tout qui part en vrille et en fait, ben, c'est recommencer des petits efforts. C'est, s'habiller, c'est prendre sa douche, c'est se laver les cheveux, c'est, juste s'asseoir à l'extérieur, faire 3 pas et c'était super dur pour moi d'être fière de ça quand tu te rends même plus compte que c'est un effort, enfin que voilà. C'est d'additionner le fait que: «Ah, j'ai déjà fait tout le chemin», puis là, c'est Mmh. comme la sensation de devoir recommencer. C'est ça. Ça amène beaucoup de découragement, j'imagine. C'est ça et tu sais à quel point le chemin il est difficile? C'est ce que je disais à mon psychologue. Je disais: «Mais je sais, le chemin, je sais qu'il est difficile. Je l'ai déjà fait, je le sais Mmh. et je l'ai déjà fait en santé mentale et je l'ai déjà fait en santé physique, mais j'avais pas jamais dû faire le 2 en même temps», tu vois? Et j'étais là: «Je sais que c'est difficile» et je me suis dit: «Mais je vais partager une victoire par jour. Je vais partager une victoire sur la maladie par jour», donc ça fait 31 jours que je le fais et comme ça va m'aider à être fière, en fait. Tu sais, le processus de monter le reel, de parler, de tout ça, ça va m'aider à l'intégrer, à être fière et en plus, ben, je reçois des encouragements, je reçois des petits messages et donc ça va m'aider aussi
et le fait aussi où il y a des jours où j'ai du mal à trouver une fierté, bah, il faut en trouver une pour le alors ça, c'est un bon il faut, tu vois? Il faut en trouver une pour le compte et il y a toujours une fierté à trouver, en fait. Il y a toujours quelque chose à trouver. J'adore que tu spécifies, ça, c'est un bon il faut. Oui, mais en quelque sorte, c'est quelque chose à quoi tu peux t'accrocher parce que, ben, le fait de savoir tout ce qui t'attend puisque tu l'as dit, je l'ai déjà vécu. Mmh. C'est encore plus difficile d'aller vers l'avant quand on sait ce qui nous attend, que Mmh. c'est souffrant, que c'est difficile. Tout le corps essaie de se braquer, là, Mmh. par rapport à ça. Donc de se faire un devoir, de s'accrocher à quelque chose comme ça, effectivement, ça devient une nécessité, ça devient ce qui te permet d'avancer, là, chaque jour. Au C'est moins, ça. c'est un objectif précis qui est quand même simple, qui est petit et qui est atteignable. Donc, peu importe ce qui arrive, tu sais que tu peux t'accrocher à cette chose-là. C'est ça et un pas après l'autre et en fait, c'est marrant parce que la majorité des personnes qui me suivent ont pas de maladie chronique, mais ça leur fait du bien. Heu, Ça leur fait du bien et ça aide et en fait, moi, c'est quelque chose que je me suis beaucoup rendu compte dans mon histoire. La majorité de mes clients ont pas de maladie chronique, la majorité, hem, mais en fait, ça fait du bien aux gens parce que on a tous des choses à normaliser, en fait. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de clients qui ont des problématiques d'énergie, qui ont des difficultés d'énergie, qui se sentent pas performants pour ça. Et en fait, bah, moi, ce que je leur dis, c'est: «Fait, beh, comme si tu étais malade, ton énergie, c'est ton énergie, en fait. Peu importe que tu sois malade, que tu sois pas malade. C'est pas parce que tu as pas de maladie que tu dois avoir honte de ton niveau d'énergie et pas t'adapter, en fait. Tu dois t'adapter pareil, c'est la même chose, en fait». Oui, c'est le même mécanisme à la base, d'apprendre Mmh. à se connaître ses besoins, ses limites, peu importe la condition. Bon, c'est sûr que dans certains cas, il y aura peut-être plus de limitations, plus Mmh. de besoins, mais ça reste que les questions à se poser au départ sont les mêmes et c'est de développer ce réflexe-là, de s'arrêter, de se demander ce qui fait du sens pour nous, ce qui répond à nos besoins et qu'est-ce qui respecte nos limites aussi. C'est exactement la même chose, en fait et je pense qu'il y a beau et tu vois, les victoires chaque jour, c'est la même chose, en fait. Quelqu'un qui aurait du mal à être fier de lui, tu as pas besoin d'être malade pour, partager une victoire tous les jours, quoi. Absolument. C'est d'ailleurs une très belle idée à retenir là, s'il y en a qui ont envie d'essayer, que ce soit ça ou un dérivé comme les gratitudes ou peu importe, mais de Mmh, s'accrocher à quelque chose qui émane de nous. Parce que la mmh. différence, je trouve, entre ça et les gratitudes, d'être reconnaissant de quelque chose qui est à l'extérieur, qui est quand même très aidant, ben, c'est que là, ça vient de soi. Donc on se raccroche à son pouvoir personnel, à nos capacités. Donc c'est ce qui va venir vraiment atteindre notre sentiment de compétence, de confiance et donc ultimement l'estime de soi. Léla, tu me dis que tu as revécu la situation, donc à quelques moments dans ton parcours, tu as eu des périodes plus creuses et ensuite des remontées. Est-ce qu'à travers tes expériences, tu as remarqué une évolution dans la façon dont ta condition était adressée ou par rapport à comment on te parlait de tes difficultés, de tes défis autour de la santé mentale? Hem, oui, bah, déjà, il y a une grande différence, je trouve, entre la France et le Québec. Ça, c'est déjà une grande différence. En France, il y a moins de psychanalystes, mais il y en a encore, toujours. Je me souviens qu'en France, trouver un psychiatre compétent, c'était très, difficile. Hem, je ou, l un médecin même qui comprenne un peu les mécanismes et tout ça. Ici, je trouve que c'est alors j'imagine que c'est pas parfait, en fait, mais moi j'ai jamais vécu ici de psychophobie. J'ai jamais vécu de médecin qui allait tout mettre, hem, sur le psychosomatique parce que j'ai des problématiques d'anxiété. Alors je dis pas que ça n'existe pas parce que j'ai plein de témoignages de personnes dans ce sens-là, mais moi j'ai eu la chance, pourtant j'en vois beaucoup des médecins toutes les semaines, mais j'en ai beaucoup qui ont dit: Ça peut être ça, mais on va quand même aller vérifier du côté physique qu'il y a rien» et après moi à chaque fois je connais de mieux en mieux ma condition donc je suis plus intransigeante aussi sur les choses, sur, comment je vais en parler, enfin tout ça. Mais
Aussi ici, ce que j'ai découvert que je ne savais pas, c'est toutes les interactions entre ma santé physique et ma santé mentale, en fait. Et je pense que j'aurais pu avoir beaucoup moins de problématiques de santé mentale si, j'avais été suivie par des personnes compétentes, plus jeunes. Parce qu'en fait, la problématique que j'ai sur, mes différentes maladies, c'est que, ben, déjà enfin, par exemple, là, le type de tachycardie que j'ai, génère des shots d'adrénaline. Donc c'est le retour d'anxiété vient de là, en fait, vient donc forcément que quand on est malade aussi, la santé mentale en prend un coup et tout ça, mais les grosses crises d'anxiété que j'ai pu avoir ces derniers mois, que je comprenais pas parce que moi je connais l'anxiété, je sais la faire baisser, que j'arrivais pas à la faire baisser, mais en fait c'est physiologique. Sans, médicaments pour le cœur, je ne peux pas la faire baisser, en Mais fait. est-ce que tu as C'est l'impression au Québec qu'il y a une coordination un peu entre, les médecins qui vont s'adresser plus à tout le domaine du physique et les, spécialistes qui vont s'adresser plus au domaine de la santé mentale? Donc tu dis: «J'aurais aimé avoir des professionnels compétents qui faisaient ce lien-là avant». Est-ce que là, ça a été facile de faire ce lien-là ici avec les ouais, professionnels que tu as ici, ouais, croisés? au Québec, oui, ici. Oui, mais après moi, c'est une maladie tellement spécifique que je suis vraiment suivie par des spécialistes très particuliers. Enfin, moi, la médecin qui me suit en médecine interne, au CHUM, elle est spécialiste des maladies du tissu conjonctif. Enfin, le psychiatre que j'ai vu à l'hôpital, il est spécialisé, Mmh. dans les traumas complexes et les problématiques digestives. Enfin, parce que mes problématiques digestives vont déclencher des problématiques de santé mentale aussi, mais c'est une condition du microbiote. Parce que, tu sais, pourquoi je te pose cette question-là, c'est que de ma perception à moi, c'est pas forcément facile de faire ces liens-là parce que les gens ne se parlent pas forcément. Mais si tu as une équipe de spécialistes qui ont l'habitude de devoir vraiment creuser beaucoup pour comprendre, ben là, ils vont vraiment regarder tout ce qui gravite autour de toi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent peut-être, avec un vide au niveau de la compréhension de ce qui se passe parce que les spécialistes ou les médecins ne se parlent pas ou qu'il y a pas de constance ou de suivi rigoureux à travers le temps. Mais c'est vrai que moi, je suis suivie tout dans le même hôpital, donc mon dossier est là, tout est là. La spécialiste qui est en chef, elle veut absolument pas que tout soit mis sur la santé mentale et tout ça, donc enfin, il y a des notes quand même au dossier, j'imagine. Le je pense que ça vient aussi de ce mélange-là et je pense aussi que ça vient, de mes recherches et de mes connaissances, en fait, aussi, parce que je suis très bien suivie, mais l'équipe a pas tout fait, hein, du tout et où je vais arriver chez le médecin et où je vais dire: «Bon, ben, j'ai lu tel papier de recherche, j'ai lu tel papier de recherche. Comment ça s'applique à mon cas? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, en fait?» hem donc je pense qu'il y a de ça aussi, mais ça aussi, il y a du répondant en face parce que c'est des médecins chercheurs aussi. Enfin, je peux pas faire ça avec un médecin sans rendez-vous. Enfin, voilà. Voilà, Le la différence. Mais j'aime que tu abordes le, côté qui, vient de toi, donc de ta mmh, responsabilité aussi à t'informer, à aller chercher de l'information, à arriver avec des questions. Bon, peut-être que c'est pas tout le monde qui aurait la capacité pour toutes sortes de raisons, autant au niveau mmh. énergétique ou des ressources disponibles pour le faire, mais ça reste que j'imagine, en tout cas, tu pourras me le dire, ça doit contribuer à alimenter aussi ton sentiment de pouvoir sur la situation, le fait d'être en mesure Complètement, d'agir sur la si complètement. Moi, là, c'était très difficile donc en octobre quand tout a chuté parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je comprenais pas et moi, si je comprends pas, j'y arrive pas. On a eu des séances avec mon psychologue qui me disait: «Mais vous avez pas besoin de comprendre pour accepter». J'étais là: «Je suis d'accord, mais» mais non, mais non. Oui, mais non. et en fait, je suis partie sur la piste du système nerveux et de la régulation du système nerveux, puis j'ai lu, je me suis formée, et puis alors il faut faire un tri, hein, parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi dans ce domaine-là, hein. Mais il y a de la recherche, et j'ai eu un appel avec ma spécialiste et je lui ai dit: «Ça vient de là». Elle m'a dit: «Oui, c'est de la dysautonomie». Enfin là, on a pu relier ça avec, la médecine et c'est là où, je lui ai dit: «Je pense que c'est ça, ce type de tachycardie que j'ai». Elle m'a dit: «Je pense aussi, on va faire des examens», mais enfin voilà et tu vois, là, je fais un protocole de rééducation, c'est moi qui me le suis mis toute seule, c'est moi qui ai lu un papier de recherche, qui ai dit à ma spécialiste: «Il y a des contre-indications». Elle m'a dit: «Non, c'est une bonne idée» et je me fais ma rééducation toute seule, en fait. Mais ce qui est Parce important de que clarifier, c'est que tu fais les vérifications aussi après, tu vas oui, chercher les avis, tu sais, parce que
Je pense que tu as un bagage, de connaissances, mais aussi un intérêt pour la recherche qui fait en sorte que tu es Mmh. capable d'aller sur des sources qui sont fiables aussi, Oui. ce qui est pas le cas pour tout le monde. Donc ce Non. qui est important, c'est que malgré ce bagage-là, tu vas quand même aller valider avec d'autres professionnels, chercher un avis Bien sûr. externe. Donc ça, c'est important, de le nommer, parce que je vois quand même des gens qui ont peut-être cette tendance à taper dans Google, trouver quelques informations. Non. Non, mais tu sais, là. Oui, ben oui, oui, bien sûr. Mais en fait, quand tu es malade chronique, je crois que tu as pas trop le choix. Soit tu pars dans des choses un peu bizarres avec, attention des dérives sectaires, soit tu te formes à ça parce que si tu veux, là, le type de tachycardie que j'ai, aux États-Unis, au Québec, au Québec, il y a pas de spécialiste formé à ça, à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a un et je le connais pas, mais à ma connaissance, aux États-Unis, dans tous les États-Unis, il y en a 56. Donc si tu veux, à un moment donné, si je veux avoir des soins corrects, bah, il va falloir que je me forme, il va falloir que je puisse lire les papiers de recherche des spécialistes aux États-Unis qui font ça. Va falloir Alors c'est sûr que c'est un privilège, hein, faut parler anglais, faut pouvoir comprendre, faut pouvoir, aller chercher des sources. Enfin, tout le monde peut pas le faire et ça, je suis bien consciente de ça, hein. Est-ce que ça te permet de construire des ponts avec d'autres personnes qui vivent des situations similaires? Ouais, beaucoup. Bah, surtout sur ce compte, la licorne vaillante dont tu parlais, où je partage une victoire sur la maladie. Ben, par exemple, le protocole de rééducation que je fais, j'en ai parlé, puis il y a une personne qui m'a dit: «Ah mais moi je souffre du même type de tachycardie», donc je lui ai envoyé le papier de recherche et je lui ai envoyé le protocole et après elle de voir avec son médecin et tout ça. Moi je suis pas médecin, mais elle avait même pas connaissance de ça et enfin, ça permet de faire ça, en fait. Il y a un beau réseau sur les réseaux sociaux, il y a un beau réseau de malades chroniques avec des pathologies, orphelines, en fait, hein, où, on va s'entraider sur des recherches comme ça, et c'est ce qu'on appelle, en fait, on appelle ça patient expert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu deviens il y a même des diplômes qui sont en train d'être créés pour accompagner après les personnes qui souffrent des mêmes pathologies. Parce qu'en fait, à un moment donné, pour t'en sortir toi, tu es obligé de développer tellement de connaissances, alors dans ta vie déjà par rapport à ce qui marche pas et voilà, mais aussi de recherche et de savoir que tu en deviens moi, ma spécialiste, elle est très spécialisée, maladie du tissu conjonctif, mais il y en a peut-être une vingtaine de maladies du tissu, conjonctif donc la dernière fois on en discutait, elle me disait: «Mais je pense que vous en savez mieux que moi, enfin, être sur ça». Mais elle valorise beaucoup mon travail. Elle me dit: «Mais c'est fou tout ce que vous faites et tout ce que vous amenez et tout ça» et je pense qu'il y a des choses à faire et il y a par exemple l'association pour les maladies orphelines du Québec, il y a beaucoup de patients experts dedans et qui amènent beaucoup à d'autres qui souffrent de ça. Enfin, il y a un beau réseau sur ça. Et tout ça part du premier geste de courage d'oser en parler, de le nommer. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à en parler autour d'elle, que ce soit au niveau d'une problématique de santé mentale ou de santé physique, peu importe, mais qu'est-ce que tu lui dirais peut-être pour l'aider à emboîter le pas? Hem, J'aurais envie de dire que la honte, elle se nourrit du silence. Donc tant qu'on a honte et qu'on n'en parle pas, la honte, elle va rester et on va perpétuer, en fait, ces tabous-là sans, le vouloir. Donc je pense que c'est important d'en parler, mais je pense que c'est important de commencer dans un cadre bienveillant. Je pense que du jour alors moi, je travaillais déjà sur les réseaux sociaux, moi, j'avais déjà parlé de maladies, de problématiques de santé mentale. Je suis quelqu'un dont l'authenticité est une valeur très haute, donc j'avais très peu de filtres sur ce que je partageais, je disais de ma vie, enfin, je pense que, hem, si on a peur, c'est aussi important de la respecter, cette peur-là, et que c'est important aussi de s'écouter et que ça peut, être en parler, mais dans un cadre bienveillant. Il y a plein d'endroits bienveillants, Sécuritaire. sécuritaires, voilà, où on peut en parler. Parce que je pense que par contre, si on souffre et que derrière on reçoit de la violence, ça peut être vraiment difficile, et ça peut faire plus de mal que de bien. Donc je pense que en parler, c'est un pas de plus pour plus avoir honte de qui on est. Parce que la maladie, c'est pas qui on est, mais ça fait partie, des choses qui nous définissent, comme notre couleur de cheveux, comme la les couleurs de nos yeux, le métier qu'on fait, notre statut marital, si on a des enfants ou non. Si tu es mère, tu es pas juste mère, mais ça fait partie de qui tu es. Si tu as une problématique de santé mentale,
c'est pas que qui tu n'es pas que ça, mais ça fait partie de qui tu es. Comme puis se revenir à cette humanité commune, hein, l'autocompassion, il y a 3 composantes, la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance envers soi et donc je pense que c'est vraiment, faire ça avec autocompassion. Prendre en compte cette humanité commune de 80 des gens auront une problématique de santé mentale, donc tu es pas seul à vivre ça, et la bienveillance envers toi. Si tu veux pas en parler aussi, c'est OK, en fait. Il y a pas de «il faut». Si tu veux pas en parler, en parle pas. Si tu as envie d'en parler, mais tu as peur, fais un petit pas dans un endroit sécuritaire, dans un endroit bienveillant, où tu sais que tu seras pas jugé, en fait, avec une personne où tu sais que où souvent, des fois, c'est plus facile avec quelqu'un qui vit ça, en fait. Moi, les premières personnes à qui j'ai recommencé à parler après, ce moment où je voulais être seule et plus parler à personne, c'est des amis qui avaient des problématiques de santé physique et ou de santé mentale, en fait. Je me suis dit: «La personne, elle vit ça, elle va comprendre ce que je vis moi, en fait». Puis après, j'ai continué à grandir, je me suis dit déjà, je me suis rendu compte que tout le monde avait des problématiques de santé mentale, hein. C'est un peu l'objectif derrière le podcast aussi, c'est peut-être de mettre plus de lumière là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui le conscientise encore, ce que tu nous dis là. Mmh et de et en fait, voilà, de se sentir quand même en sécurité, puis petit à petit, si on a envie, si ça nous plaît, si on peut agrandir ce cercle-là, puis après on peut arriver à en parler dans des milieux qui sont même pas bienveillants. Moi, aujourd'hui, ça serait pas un problème pour moi, mais aussi, parce que c'est un côté de moi dont j'ai moins honte et où je peux argumenter aussi, où j'ai des connaissances et je peux argumenter, mais on n'est pas obligé de tous faire du militantisme après non plus. Non, et on n'est pas tous obligés de prendre un rôle d'éducation. On parlait de ça dans la table ronde de ce mois-ci, mais comme quoi une personne qui vit, une difficulté au niveau de sa santé physique, mentale, peu importe, peut se retrouver souvent à devoir éduquer son entourage pour recevoir justement plus d'accueil, de bienveillance par rapport à son vécu, mais de se respecter dans le fait que non, tu sais, c'est pas toujours à nous de jouer ce rôle-là et qu'il existe d'autres ressources. Dans ton cas, c'est un message que tu as décidé de porter, hein, que ce soit, sur ton nouveau compte, ou sur ton compte, où tu parles plus d'autocompassion. Tous les liens d'ailleurs seront, sous l'épisode d'aujourd'hui. Bien, tu as choisi de jouer le rôle d'aidante, mais comment est-ce que tu fais pour trouver un équilibre entre ce rôle d'aidante et le rôle de celle qui parfois, a besoin d'être aidée aussi, a besoin de prendre soin d'elle aussi à travers ça? Hem, alors je te dirais que la maladie rend ça beaucoup plus facile, je pense, que pour les personnes non malades. Parce que moi, si ma santé est pas priorité, je peux plus rien faire. Donc et même quand elle l'est, parce qu'elle l'était, hein, l'année dernière aussi, des fois je peux plus rien faire. Donc je pense que les conséquences sont tellement immenses derrière que c'est beaucoup plus facile de se choisir. Mais ce qui m'aide aussi, c'est, mon éthique. C'est quelque chose de très, très important pour moi, l'éthique professionnelle et si je suis pas dans une bonne place pour accompagner la personne, si là je suis pas en état de prendre en charge mon transfert, le contre-transfert, si je suis pas en état d'avoir une posture de professionnel neutre parce que j'ai trop mal, parce que je suis trop anxieuse, peu importe la raison, je ça va être non. Parce que, c'est là la problématique, nous, d'accompagnants, où on n'a pas un code déontologique comme les psychologues, mais en fait, moi, je m'applique le code des psychologues. Puis dedans, il y a que notre santé physique, notre santé mentale, si elle interagit avec les soins, on prodigue pas les soins. Alors moi, je fais pas de soins, mais ça peut interagir avec mes accompagnements. Je prodigue pas d'accompagnement. Donc il y a plein de choses qui sont réfléchies, qui sont pensées, où j'ai dû m'adapter puisque moi, ça peut arriver plus fréquemment que d'autres personnes. Hem, Puis ça fonctionne très bien, j'ai jamais eu de plainte. Tu sais, là, je suis en arrêt depuis octobre, puis il y a eu plein de propositions faites aux clientes et elles le savaient et chacune choisit la proposition qui lui convient le mieux. Ça part du fait que ça a été bien communiqué, tu l'as nommé tout à l'heure. Donc déjà de se connaître bien, connaître ses besoins, ses limites, de les communiquer clairement en toute transparence aussi, ça fait la différence et de pas se mettre dans une position de sauveur non plus parce que quand on se met dans cette position-là, on va se dire que même si on est malade, il faut absolument faire passer cette personne-là en premier parce que tu sais, tu dis: «Bon, moi, j'ai pas le choix parce que je sais que si j'ignore ça, après je peux plus rien faire du tout». Pour certaines personnes, c'est un peu plus subtil, c'est pas aussi drastique. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps où elles vont se négliger avant vraiment de ne plus être
capable de rien faire. Donc, je vois souvent cette dérive où c'est très long avant que la personne se dise « Ouais, finalement, je ne rends pas service à l'autre, mais je ne me rends pas service à moi-même en poursuivant les soins, en me convainquant qu'il faut absolument que je reste pour la personne parce qu'elle a besoin de moi à tout prix. » Mmh. Non, puis, moi, ce qui est parfait par rapport j'accompagne les personnes à mieux se respecter, mieux s'aimer, faire baisser l'autocritique, et elles m'ont toujours dit que le fait que je sois un exemple de ça, le fait que je dise: «On reporte une séance» quand je suis pas bien, le fait que, en fait, alors ma façon de travailler, elle peut être un peu particulière. Par exemple, moi aussi, si tu annules une séance, elle est pas décomptée parce qu'on travaille sur ça, en fait. Donc si tu arrives, même ça nous arrive, la personne, elle arrive en séance, elle se rend compte que c'est pas la place juste pour elle, c'est pas grave, on se voit plus tard, en fait. Enfin, il y a un échange très libre dans ma façon de travailler, alors qui doit pas convenir à tout le monde, hein, ça, il faut le je suis bien d'accord, mais qui convient très bien aux personnes qui choisissent de travailler avec moi et où on va adapter, c'est sûr, on va, travailler, mais on va travailler avec les difficultés de la personne aussi, en fait, avec, ses enjeux à elle aussi, avec, et 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 c'est l'exemple, enfin, je crois beaucoup au pouvoir de l'exemple, en fait, à un moment donné, c'est quoi l'hypocrisie si moi je suis pas en autocompassion avec moi-même, comment je l'enseigne aux autres, en fait? Enfin, je Ce qui ne veut pas dire que tu vas être en mesure de l'être toujours. ah Là non! où il y a la nuance, c'est que tu as conscience que tu travailles sur ça, mais ça va arriver que ça va être difficile pour toi d'être en Ah autocompassion ben et ça, c'est pas un manque de cohérence, c'est plus du fait que tu es consciente aussi des enjeux, des défis, hem, mais que tu as les ressources, les outils et que tu vas les chercher lorsque nécessaire aussi. Oui, et il y a des fois, on n'y arrive juste pas et c'est OK. Enfin, non, non, je suis pas du tout en autocompassion. Alors c'est ça, il y a des personnes, des fois, qui ont l'impression, que je suis une moine bouddhiste et 100 en autocompassion avec moi tout le temps. Absolument pas. Il y a des moments où c'est très, très, très difficile pour moi. Il y a des moments où j'y arrive pas. Il y a des moments où juste j'y arrive pas. Mais ce qui est important, je pense, c'est d'en avoir conscience. Puis c'est là aussi, d'être compatissante avec soi-même, de là, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas, en fait, et c'est comme ça. Et il y a des moments où je les vois pas. Il y a des moments où clairement, je les vois pas. C'est toi qui vas me les faire remarquer, c'est un autre accompagnant, mon psy, qui va me les faire remarquer, mais je ne les vois pas. Et ça existe pas, la perfection n'existe pas, puis alors vraiment pas dans ce domaine-là. Ce que je dis toujours, j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup de clientes qui vont se taper dessus parce qu'elles arrivent pas à être compatissantes. Et ce que j'aime beaucoup leur dire, je prends l'exemple du, Dalaï Lama. En fait, chaque Dalaï Lama représente une une vertu, on va dire, puis le Dalaï Lama actuel, c'est la compassion. Et donc, il y a beaucoup de moines qui vont méditer toute leur vie dans l'en l l'idée d'atteindre l'illumination qui serait donc une compassion complète et totale tout le temps, et c'est ce que le Dalaï Lama atteint. J'étais là, alors souvent je leur explique ça, puis je leur dis: «Bon, on va être un petit peu humble, hein, parce que nous c'est pas on fait pas ça Fais pas ça à temps toute plein. la Oui, journée c'est ça. à temps plein en lisant les textes bouddhistes et en méditant toute la journée pendant une trentaine d'années, voire plus. Donc on va se laisser un petit peu du lest si on n'y arrive pas tout le temps». J'adore. C'est une image parfaite, je trouve, de se rappeler aussi que, hein, mais peu importe notre objectif, peu importe ce dont on a besoin, ce sera jamais le seul objectif et le seul besoin, hein. Il y a tout le reste autour et on fait de notre mieux au final. Pour conclure, Leïla, si tu avais une baguette magique, là, je sais que tu aimes beaucoup la magie, les châteaux Disney, qui te permettrait de faire changer les gens d'idées sur une seule chose qui est très, très, très importante pour toi, ce serait quoi? Ce serait la croyance que notre état de santé mentale est sous notre contrôle. Et donc c'est une croyance qui fait beaucoup de mal aux personnes qui ont des problématiques de santé mentale, et je pense que beaucoup de jugements viennent de là aussi. Parce que ce soit parce qu'on est plutôt du pan anxieux ou du pan déprimé, peu importe, mais la croyance que si on faisait tout bien, ou si on faisait plus, ou si on avait fait mieux, ou si on avait fait mieux, on s'était arrêté avant, ou peu importe, je ne sais pas quoi, on irait mieux. Notre état de santé mentale, alors il y a plein de choses qui peuvent jouer, il y a plein d'interactions, il y en a plein qui sont pas sous notre contrôle, dont la génétique, par exemple. Hem
il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de protocole pour aucune des problématiques de santé mentale qui fait que si on suit ça, eh bien ça ira mieux. Et il y a personne qui choisit ça. Il y a personne qui choisit d'avoir des difficultés de santé mentale. Il y a personne qui se dit: «Tiens, j'aimerais bien passer 6 mois de ma vie à pas arriver à sortir du lit» ou «J'aimerais bien passer 6 mois de ma vie à avoir l'impression que je vais mourir tout le temps». Et en fait, dans tout ça, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aller mieux, hein. Je veux pas, dire que c'est défaitiste, mais en fait, il y a plein de choses qui sont pas sous notre contrôle et c'est pas un choix, en fait. De la même façon que, si, vous avez, un cancer, c'est pas votre choix non plus, en fait. Et ça, j'aimerais bien que, autant les personnes qui en souffrent, que tout le monde l'intègre, en fait, que c'est pas un choix, c'est pas notre faute et c'est pas, sous notre contrôle de sortir de ça facilement et rapidement et même d'en sortir des fois. Et comprendre ça, ben, c'est le début du chemin de l'acceptation qui ensuite nous amène sur le chemin de la guérison. D'être capable de lâcher prise sur ces éléments qui sont hors de notre contrôle. Parce que souvent, on va mettre beaucoup d'énergie là, alors qu'il y a d'autres éléments sur lesquels notre énergie aurait un impact probablement beaucoup plus positif dans notre chemin de guérison. C'est un magnifique Complètement. message, Leila, merci. Je savais que ça te parlerait, la baguette, là. Mais la baguette magique, juste, juste dans ce contexte-là, hein, parce que sinon, la magie dans les solutions n'existe pas. Puis je pense que le message derrière ce que tu nous as partagé aujourd'hui aussi, c'est que chacun prenne le temps de se connecter à ses propres besoins, ses propres limites, se poser ses propres questions pour trouver ses propres réponses. Exactement, et je pense que dans la santé mentale, il y a une notion qu'on prend pas en compte qui est la notion de temps. La notion de quand tu as une jambe brisée, on va te dire: «Bah, ça prend 6 mois de plâtre» et voilà, mais en fait, quand tu as une problématique de santé mentale, il y a ça aussi. Il y a des choses physiques, il y a des débalancements chimiques, il y a des choses qui se passent où ton corps, il peut pas se rétablir comme ça, en fait et de se laisser le temps, d'aller mieux. Oui, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu prends bien soin de ton énergie en ce moment, donc ça me touche particulièrement que tu nous aies donné, ce temps-là ici sur Foutrement vrai. J'ai hâte de partager l'épisode et puis, si les gens veulent te trouver, Leila, ils te trouvent où? Ben, sur Instagram principalement, mais on mettra tous les liens, sur, leila.lkl coaching sur la partie autocompassion coaching et sur, Licorne Vaillante pour la partie, plus, personnelle et sur la maladie. Il y a ton podcast aussi. Oui, Je pense qu'il vaudrait la peine là, que tu nous en parles rapidement avant qu'on termine. oui, mon podcast Dose d'amour qui est un podcast sur l'autocompassion. Donc je parle que de ça et je vulgarise les travaux de recherche, surtout de Kristen Neff et Christopher Gamma, qui sont 2 grands chercheurs dans le domaine. Donc c'est très vulgarisé, hein. C'est pour les personnes justement qui ont pas les privilèges de pouvoir comprendre, accéder à ça, parler anglais. Il y a des pratiques aussi, qui sont, dedans. Il y a des sujets, très particuliers. Il y a des interviews. Enfin voilà. Alors, j'encourage tout le monde à aller faire un tour là parce qu'il y a des belles ressources, des beaux outils que tu as créés, même si tu prends plus de temps pour toi, que certaines de tes activités habituelles sont au ralenti, encore plein de belles ressources qui sont disponibles autant sur tes réseaux sociaux que sur ton site web. Donc, je te souhaite de passer une belle fin de journée, de prendre soin de toi, puis ben, nous, on continue de se jaser, on reste proche. Merci encore, Merci. Leila. Merci beaucoup. À bientôt. Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.